Avec la Coupe du Monde qui approche à grands pas, tout le monde ne cesse de vanter le Brésil et la qualité de son équipe. Tout d'abord, leur réputation en tant que nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe du Monde fera toujours d'eux un favori automatique à chaque édition de la compétition. Mais en plus de cela, beaucoup de choses ont été dites sur l'effectif qu'ils ont actuellement et à quel point il fait peur. Nous admettons que nous y avons aussi contribué, en suggérant que l'entraîneur aura un énorme casse-tête pour choisir une équipe parmi les nombreuses options dont il dispose. Mais les gars, il semble que nous nous soyons tous trompés au sujet du Brésil. Le match amical contre la France jeudi a vraiment remis les choses en perspective. Bien que censé opposer deux poids lourds, il n'en avait pas l'air la majeure partie du temps. Tout d'abord, après tout ce qui a été dit sur l'équipe du Brésil au cours de l'année écoulée, la composition de départ était plutôt décevante. La défense à 4 composée de Wesley, Bremer, Léo Pereira et Douglas Santos a vraiment mis en évidence la faiblesse de la défense brésilienne. Chaque fois que l'on parle de la richesse de l'effectif brésilien, on parle toujours des attaquants, mais derrière, ils sont tout simplement très vulnérables. Oui, un 11 complet comprendra deux parmi Gabriel, Marquinhos et Militão, mais la situation des latéraux reste quand même assez préoccupante. Et la vérité, c'est que le milieu n'est pas beaucoup mieux non plus. Ancelotti a décidé d'opter pour un schéma en 4-4-2, ce qui signifiait que deux attaquants jouaient au milieu de terrain, avec seulement Casemiro et André Santos comme milieu défensif. Ce schéma a rendu le Brésil encore plus exposé, c'est pourquoi on les a surtout vus se faire dominer par la France au milieu de terrain. Ils ont semblé un peu meilleurs après que l'entraîneur soit passé en 4-3-3 en seconde mi-temps, mais ils étaient encore loin de ce qu'on attendait de cette équipe pleine de stars. Ils n'étaient ni aussi redoutables ni aussi dominants que tout le monde s'y attendait. Oui, ils avaient affaire à un adversaire coriace, la France, sans doute la meilleure équipe nationale actuellement. Donc, ça n'allait jamais être facile, mais au minimum, cela aurait dû ressembler à un affrontement entre égaux. Eh bien, la réalité, c'est que, la plupart du temps, ce n'était vraiment pas le cas. La France s'est retrouvée à 10 dès la 10e minute de la seconde mi-temps et on aurait pu penser que le Brésil allait en profiter pour dominer. Au lieu de cela, la France a doublé son avance seulement 10 minutes avant la fin du match, 2-1 en faveur de la France. Mais même les buts qui ont été marqués ont montré un fossé de qualité. La France a inscrit 2 buts grâce à une combinaison de magnifiques passes en profondeur et d'une finition en piqué de la part de ses attaquants. Alors que le Brésil, réputé pour son beau jeu, a vu son seul but inscrit par son défenseur central à la suite d'un coup de pied arrêté brouillon. Ce ne peut sûrement pas être le Brésil que nous attendions tous, celui qui allait tout écraser à la Coupe du Monde. Et permettez-moi de vous rappeler que le Brésil n'aura pas la tâche facile en Amérique du Nord. En jouant comme ça, les matchs de groupe contre l'Écosse et le Maroc ne seront pas du tout faciles pour eux. Honnêtement, nous aurions dû remarquer cela quand ils ont fini 5e sur 10 lors des qualifications du Combo Bowl. Sans le format élargi, une 5e place aurait signifié que le Brésil n'aurait pas obtenu de qualification automatique pour la Coupe du Monde. Vous pouvez imaginer ça, mais quel pourrait être le problème ? Le Brésil a évidemment les grands noms, l'histoire, la mentalité. Pourquoi cela ne se traduit-il pas par des performances efficaces et spectaculaires sur le terrain ? Eh bien tout d'abord, il faut se poser la question. Carlo Ancelotti était-il vraiment le bon entraîneur pour l'équipe nationale du Brésil ? Il est évident que le Brésil s'est tourné vers lui par désespoir. Et avec sa réputation en Europe comme étant un spécialiste des matchs à élimination directe, on peut comprendre pourquoi il a été engagé pour mener l'équipe à la Coupe du Monde, mais incarne-t-il vraiment le style du football brésilien ? Carlo Ancelotti est-il vraiment Joga Bonito ? Le fait même qu'il ait commencé le match avec une formation en 4-4-2 suggère qu'il ne l'est peut-être pas. Il y a aussi un petit point d'interrogation concernant ses choix de joueurs. On commence à avoir l'impression qu'il pourrait y avoir un peu de népotisme et de favoritisme. Tous ceux qui ont déjà joué sous Ancelotti semblent avoir une place garantie dans l'équipe. Nous avons entendu dire que Eda Milito, qui est toujours blessé et laisse depuis un certain temps maintenant, a déjà une place garantie pour la Coupe du Monde. Avant la terrible blessure de Rodrigo, lui aussi semblait déjà avoir une place garantie pour la Coupe du Monde, malgré le fait qu'il ait été mauvais pendant la majeure partie de la saison. Parfois, on se demande simplement pourquoi c'est comme ça. On se demande aussi un peu pourquoi Endrick est appelé dans l'équipe, mais un joueur comme Vitor Roque n'est même pas pris en compte. Un autre problème majeur est que les grands joueurs, impressionnants sur le papier, semblent toujours différents sous le maillot du Brésil. Vini, Rafinha et Casemiro sont tous des joueurs de classe mondiale selon n'importe quel critère, mais dès qu'ils jouent pour le Brésil, ils semblent tellement ordinaires, comme s'ils n'arrivaient à rien faire.
Casemiro était même responsable du premier but de la France lors du match amical. Et puis il y a Vini, qui n'a marqué que 8 buts en 47 sélections avec l'équipe nationale. Un rendement terrible pour un joueur de son calibre et de sa qualité. Si ces joueurs ne sont pas capables de répondre présent avec leur équipe nationale, alors à quoi servent leur grand nom et leur statut? Et cela nous amène à le sujet qui fâche. L'entêtement d'Ancelotti au sujet de Neymar semble faire plus de mal que de bien à l'équipe. C'est la plus grande star du pays, le meilleur buteur de l'histoire de la nation, le joueur le plus expérimenté de cet effectif. Et la seule personne qui a prouvé qu'il pouvait toujours créer quelque chose à partir de rien. Oui, on peut se poser des questions sur sa condition physique, mais même un Neymar à moitié en forme t'apporte plus que la plupart des attaquants et milieux de terrain actuellement dans l'effectif. Et le fait est que sa simple présence dans l'équipe peut inspirer la crainte chez les adversaires, tout en rendant ses propres coéquipiers bien meilleurs. Et n'oublie pas qu'on parle aussi d'un joueur qui peut évoluer à environ 5 postes différents sur le terrain. Sa polyvalence fait de lui le rêve de tout entraîneur et le rend aussi très imprévisible et difficile à arrêter pour les adversaires. C'est aussi un leader dans le vestiaire, il sait ce que ça fait de porter le Brésil jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Aucun autre joueur de cette équipe ne peut dire qu'il a une telle expérience, ce qui peut être très précieux, que ce soit sur le terrain ou même simplement dans le vestiaire. Il est tout à fait logique de le prendre. A l'inverse, le laisser de côté mettrait sur vous une pression inutile. À chaque conférence de presse, Ancelotti et même les autres joueurs seront toujours interrogés sur Neymar, et cela ne fera qu'augmenter la pression. À moins que l'entraîneur ne soit sûr à 100% que l'équipe qui la peut gagner la Coupe du Monde, emmener Neymar rend simplement son travail 10 fois plus facile. Nous admettons que l'absence de Neymar dans l'équipe du Brésil battue par la France explique à moitié pourquoi on fait cette vidéo. En tant qu'entraîneur, si tu vas prendre une décision aussi importante, assure-toi que ta tactique et ton dispositif sont infaillibles à 100%. Parce que si ça tourne mal, tu ne peux pas être surpris que tout le monde te tombe dessus à cause de cette décision. En résumé, ce qu'on a vu du Brésil contre la France était très décevant, et ça nous fait penser qu'on s'est probablement trompé sur eux tout ce temps. Le football ne se joue pas sur le papier. Peut-être devrions-nous regarder au-delà des grands noms et observer leur jeu avec le Brésil, la manière dont ils sont entraînés et s'ils forment vraiment une équipe équilibrée. S'ils veulent vraiment mettre fin à leur disette en Coupe du Monde cette année, ou même simplement aller loin dans le tournoi, la Seleção doit vraiment repartir de zéro. Parce que ce qu'on a vu d'eux contre la France ne suffira tout simplement pas à la Coupe du Monde, ils ont encore un match de préparation avant la fin de la trêve internationale. Les supporters voudront voir bien mieux de la part de l'équipe contre la Croatie pour leur donner plus d'espoir avant l'été. Quoi qu'il en soit, maintenant, nous voulons avoir votre avis. Selon vous, jusqu'où le Brésil ira-t-il à la Coupe du Monde cette année? Pensez-vous qu'ils vont échouer ou que la défaite contre la France va les pousser à se ressaisir? Donnez-nous votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi les notifications en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.